Bonjour à tous, merci de participer à ce premier webinaire que nous organisons à l'Agence bretonne de la biodiversité sur le financement et le montage de projets favorables à la biodiversité. Donc on va commencer juste quelques éléments quand même d'information avant de commencer notre présentation. Nous avons 1h30 de consacrée à ce webinaire, 1h15 à peu près où nous allons vous faire la présentation, et puis il y a un quart d'heure qui sera consacré aux questions à la fin. Vos caméras et vos micros ont été coupés. Néanmoins, n'hésitez pas à utiliser le chat au fur et à mesure du webinaire si vous avez des questions. Et notre modérateur, Corentin Lebourris, pourra soit y répondre, soit vous redonner la parole en fin de webinaire. Et l'ensemble de l'événement va être enregistré et filmé, donc vous pourrez après revisualiser le replay ultérieurement. Ainsi que vous aurez aussi accès à la présentation PowerPoint. On est 4 à intervenir aujourd'hui, donc Mathilde Lefranc et moi-même Nolwenn Kozanet, qui sommes toutes les deux chargées de mission montage et financement de projets au sein de l'ABB, Agence bretonne de la biodiversité, et Corentin Lebourris, qui est chef de projet ingénierie et spécialisé sur la partie financement. Et en fin de présentation, nous aurons également l'intervention de Fanny Poirot, qui travaille à la région Bretagne au service instructeur. On vous propose tout d'abord une brève présentation de notre structure que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, avant de détailler dans la deuxième partie les différents types de financement qui s'offrent à vous en Bretagne pour financer des projets favorables à la biodiversité. Et puis, on détaillera ensuite dans une partie un peu plus conséquente les différentes étapes de vie d'un projet, d'une demande de financement jusqu'à la demande de paiement, avant donc d'avoir des bonnes et mauvaises pratiques qui vous seront présentées par Fanny Poirot pour savoir quelles pratiques adopter ou au contraire éviter. En ce qui concerne l'Agence bretonne de la biodiversité, donc notre structure est en effet assez jeune. Elle fait partie d'un vaste réseau d'agences régionales qui ont été créées en métropole et en outre-mer suite à la loi biodiversité en 2016. Vous pouvez le voir sur la carte ici, un certain nombre d'entre elles sont déjà opérationnelles, en vert sur la carte, et puis d'autres sont encore en phase d'émergence et verront bientôt le jour. En Bretagne, nous avons été créés en 2020 sous l'impulsion donc de la région Bretagne, de l'Office français de la biodiversité et de l'Adréal. Et notre objectif premier est bien sûr de reconquérir la biodiversité bretonne. Et pour ce faire, nous intervenons via différents moyens qui sont l'appui à l'émergence de projets, la fédération et l'animation des réseaux d'acteurs bretons qui travaillent sur la thématique biodiversité, mais pas que, et puis la sensibilisation. Nous avons une feuille de route pluriannuelle qui nous permet d'orienter nos actions d'année en année en fonction des enjeux qui sont identifiés sur le territoire. Et nous avons également un conseil d'administration composé de 23 acteurs bretons qui valident ces grandes orientations au sein de notre agence. Et donc, ces acteurs font partie des services de l'État, des administrations, des collectivités, ainsi que des associations naturalistes ou de protection de l'environnement et des chambres consulaires ou des fédérations de chasse ou de pêche ou propriétaires forestiers. En ce qui concerne concrètement la manière dont nous intervenons auprès des porteurs de projets en Bretagne, donc il y a une approche à la fois collective via l'animation d'événements sur des thématiques diverses et variées, donc l'organisation d'ateliers sur l'aménagement du territoire, mais aussi la tenue de journées spécifiques sur la recherche-action ou les solutions d'adaptation fondées sur la nature, et enfin l'animation de réseaux tels que celui des gestionnaires d'espaces naturels bretons. On a également une communication qui se veut inclusive, avec donc un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tout ce qui se passe en Bretagne sur le thème de l'environnement et de la biodiversité, avec une rubrique agenda, nouvelles, des appels à manifestation d'intérêt ou de partenariat. Et je vous invite à vous inscrire à notre newsletter mensuelle qui vous permet d'avoir un peu un récapitulatif de ces événements régulièrement. Et puis nous avons également un accompagnement plus individualisé donc qui se décline à la fois par l'animation de la plateforme Ma Question Biodiversité BZH que vous pouvez retrouver sur notre site internet et à travers laquelle vous pouvez avoir accès au réseau de l'accompagnement qui est composé de 90 acteurs bretons qui interviennent sur des thématiques très variées et que vous pouvez aller consulter et contacter directement par cette plateforme. Et vous y retrouverez également un ensemble de ressources documentaires et de financement.
Et nous avons également, donc Mathilde et moi, nous accompagnons de manière plus renforcée des porteurs de projets qui souhaitent monter un projet, et donc on les appuie notamment sur le montage financier, administratif et juridique. Voilà pour ce qui est de l'ABB. Donc, nous passons maintenant à la seconde partie, donc consacrée aux différents types de financement. Et on commence par une première question que tout porteur de projet se pose assez rapidement lorsqu'il monte un projet. C'est la question, à quel financement je peux accéder. Donc, ce qu'on conseille généralement, c'est de répondre à quelques questions. Donc, vous avez ici une liste de questions qui ne sont pas exhaustives, mais c'est un peu les réflexions essentielles à avoir assez rapidement, et à ne pas hésiter à coucher par écrit pour pouvoir rédiger une note de cadrage. Donc, dans ces questions, vous aurez notamment de contextualiser votre projet, à quel objectif il répond, quelles sont les actions envisagées également pour répondre à ces objectifs, et quelles sont les stratégies régionales ou les politiques publiques dans lesquelles s'ancre votre projet. Le périmètre également de celui-ci, est-ce que vous êtes sur une intervention vraiment locale, communale, ou est-ce qu'au contraire vous allez travailler dans un cadre qui dépasse celui de la région, ce qui sera déterminant pour votre recherche de financement? Le consortium de partenaires, d'acteurs qui vont être impliqués dans ce projet-là. Et puis, le planning, est-ce que vous allez commencer ce projet à court ou moyen terme, et sur quel laps de temps vous allez travailler. Donc, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous aurez une enveloppe financière grossière au départ, mais en tout cas qui vous permettra d'évaluer un peu de combien vous avez besoin en termes de financement, et quelle est votre capacité, vous, soit à apporter une partie de ces financements-là, ou en tout cas à avancer l'argent au départ. Et donc, ça vous permettra de déterminer le type de financement que vous pouvez solliciter. Et au-delà de ça, dans tous les cas, la rédaction d'une note de cadrage est très utile parce qu'elle vous permettra aussi de relayer ce document, et il pourra être étayé au fur et à mesure, donc en le relayant via les élus, les futurs financeurs, vos partenaires. Et ça servira également de base lorsqu'il vous faudra rédiger la note technique lorsque vous aurez choisi votre financement. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Corentin Lebouris, qui va vous présenter le panel de financement qui s'offre à vous. Merci Nolwenn. Donc, comme il a été évoqué, donc ici, il est question de savoir, selon le dimensionnement de votre projet et des montants que vous allez solliciter, vers quel financement vous orienter. Pour faire synthétique, on les a divisés en 3 typologies de financement: les financements européens, les financements nationaux et locaux, publics, et pour terminer, les financements privés. Concernant les financements européens, il y a une pluralité de financements. Des financements généralement pour des projets plutôt complexes, pour des projets à fort montant et à fort enjeu. Certains d'entre eux sollicitent la participation de plusieurs partenaires de pays européens membres de l'Union européenne différents, généralement 3. Donc il y a par exemple le programme Horizon Europe et le programme Interreg. À noter, pour Interreg, c'est des territoires régionaux qui sont concernés, et pour la Bretagne, on a l'Interreg Mer du Nord, l'Interreg Europe du Nord-Ouest et l'Interreg Atlantique, donc avec nos partenariats des pays limitrophes. Également sur les fonds européens, donc il y a les financements comme le programme LIFE, donc il y a un focus totalement environnement, biodiversité et climat. Ici, juste pas forcément besoin d'un partenariat pluripartenaire de pays différents, mais c'est pour des projets par contre à fort montant, on est de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions. Et pour terminer sur les fonds européens, je voulais citer les dispositifs FEAMPA, donc qui sont des fonds européens à destination plutôt des projets milieux marins, avec un financement donc, qui est à la fois géré au niveau étatique, au niveau de la région Bretagne, selon les thématiques et les sujets, mais également au niveau des collectivités, puisque en Bretagne, 8 EPCI ont en charge le FEAMPA sur leur territoire. Généralement, c'est sur 2-3 EPCI que l'une s'occupe de ce dispositif, et qui peut permettre de financer des projets biodiversité sur le milieu marin, mais aussi autre chose. À côté, on a le dispositif FEADER, avec notamment le leader. Donc là, c'est la biodiversité plutôt sur le milieu rural et le milieu agricole, avec également des répartitions un peu similaires avec la région, l'État et les collectivités qui peuvent
permettre des financements européens via ces dispositifs. Et pour terminer les financements européens, il y a le FEDER, le Fonds européen de développement de la vie régionale, et qui ici en fait va être un peu plus développé puisque la région Bretagne a un budget assez important pour la période 2021-2027 et que il faut le dépenser. Donc sur le deuxième élément que je voulais citer, c'était les financements publics nationaux et locaux. Donc ici, le premier que je voulais évoquer, c'était le fonds vert, donc a été lancé cette année par l'État. Il y a un gros budget sur la biodiversité, notamment sur un focus renaturation des villes et des villages et sur la stratégie nationale biodiversité. Donc principalement focus sur les communes, et les EPCI et les collectivités, mais il y a également quelques opportunités pour les entreprises et pour les associations. À noter vraiment sur ce fonds, donc il se termine le 31 décembre 2023 et en Bretagne, on a encore une enveloppe assez ouverte, assez disponible sur les sujets biodiversité, donc il ne faut vraiment pas hésiter à partir sur ces dispositifs. À côté, on a donc l'agence de l'eau, donc Loire-Bretagne, qui depuis le 1er avril a lancé 2 appels à projets, un sur la renaturation et un sur la biodiversité. Et en plus, à côté, ils ont leur financement récurrent. Après, donc, on a une multitude d'acteurs étatiques, donc ADEME, OFB, donc c'est l'Office français de la biodiversité, CEREMA, la DIRM pour les sujets du milieu marin, la DREAL, la DRAF pour les sujets agricoles. Ils ont chacun leur appel à projet ou leur dispositif récurrent. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse justement délimiter avec vous lesquels peuvent fonctionner, lesquels vont arriver pour vos projets. Et pour terminer sur les financements publics nationaux et locaux, il y a la région qui a ses propres appels à projets. Par exemple, ils ont actuellement un appel à projet adaptation au changement climatique qui est lancé en partenariat avec l'ADEME et les contrats nature qui sont une des sources de cofinancement les plus importantes pour le FEDER, notamment sur le sujet de continuité écologique, de connaissances et de réserves naturelles. Enfin, pour terminer cette partie-là, il y a les financements des départements qui, selon leurs priorités, peuvent financer différents sujets de la biodiversité. Et il y a les collectivités ou les EPCI qui peuvent elles-mêmes financer des projets. Donc généralement, là, on ira plutôt chercher du cofinancement avec eux parce que vu leur dimensionnement un peu plus petit, ils ne pourront pas non plus financer totalement des projets de biodiversité. Et pour les collectivités, c'est aussi une source de financement pour vous puisque lorsque vous demandez des financements publics, il y a toujours la question du à minimum 20% d'autofinancement qui peut être, comme on va le voir, des financements privés, mais qui peut également être de l'autofinancement venant de vos propres fonds. Et donc pour terminer sur les typologies de financement, on a les financements privés. Donc ici, je vais citer la fondation Brest Biodive, qui est une fondation gérée par la région et qui est en réalité une fondation mixte public-privé, puisqu'il y a des financeurs à la fois publics et privés qui se trouvent dans cette fondation. Il y a également la Caisse des dépôts et des consignations, qui a un dispositif Nature 2050, un peu plus focus solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et après, on a une pluralité de fondations, donc j'en cite quelques-unes, Fondation EDF, Nature et Découverte, Crédit Agricole, Léa Nature, Humus, etc., etc. Chacune ayant ses propres spécificités et pouvant financer des projets, généralement des plus petits projets ou participer via du cofinancement. Enfin, pour clôturer cette partie-là, il y a le mécénat d'entreprise et le financement participatif. Par mécénat d'entreprise, c'est un contact, aller voir les entreprises pour les solliciter, pour voir s'il est possible soit d'obtenir des financements, soit obtenir du mécénat de compétences. On a des personnes qui peuvent travailler, qui travaillent auprès de ces structures et qui peuvent voir pour travailler auprès des associations notamment. Et enfin, le financement participatif, donc là qui est un financement qui peut être ouvert aussi aux collectivités, mais également notamment aux associations et aux entreprises, et qui peut permettre au plus grand public, aux entreprises et aux collectivités de financer via une campagne de communication relativement assez importante quand même. Ça demande quand même une certaine activité pour lancer une campagne de financement participatif, mais justement on est également là pour vous expliquer comment mener ce type de campagne. Et donc, pour ensuite brièvement expliquer justement cette diversité de financement, on voit que selon les actions que vous voulez mettre en place, certains vont se croiser et vont permettre justement du cofinancement. Et donc là, on a 2 exemples que je vais citer. On a l'exemple si une collectivité a un projet de diagnostic de territoire, on voit en fait qu'il y a plusieurs financements qui peuvent venir compléter vos financements. Donc déjà, sur le sujet de diagnostic, les 2 gros financements, c'est l'Office français de la biodiversité via les atlas et l'État, et la région via le Fonds européen FEDER, continuité écologique. Mais d'autres financements peuvent venir également et on peut
potentiellement arriver facilement à 80% de financement public. Et à côté, on a le sujet un autre exemple, c'est les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Ici, on a beaucoup plus de financement, mais c'est aussi parce que les solutions d'adaptation fondées sur la nature, c'est un financement beaucoup plus vaste. On peut aller sur beaucoup de thématiques. Et donc, on voulait montrer justement que il y a beaucoup de choses et c'est justement en venant nous voir ou vous-même en cherchant un peu sur ces appels à projets que vous allez voir pour délimiter plus votre projet et délimiter les financements qui vont pouvoir répondre, que ce soit des financements publics, européens ou privés. Et pour clôturer ma partie, je voulais terminer avec une petite présentation du dispositif FEDER géré par la région Bretagne. Donc ici, c'était pour dire que pour la période 2021-2027, le FEDER, donc le Fonds européen, a été validé par la région et en fait va partir sur beaucoup de thématiques. Notamment, ils ont une priorité numéro 3 sur la transition énergétique et écologique. Et dans cette priorité, il y a un objectif qui est l'objectif de la biodiversité, de sa protection et de sa restauration. Et celui-là, en fait, a 25 millions d'euros pour la période 2021-2027. Et à l'intérieur, il y a plusieurs appels à projets. Naturellement, je vais en citer 5. Il y a l'appel à projet pour les questions de réserves naturelles, de Natura 2000, d'espaces naturels protégés. Il y a un appel à projet sur les continuités écologiques, donc sur le sujet de trame verte et bleue, de comment les espèces peuvent avancer sur les territoires urbains et des collectivités. Il y a un appel à projet sur la connaissance, un appel à projet sur la renaturation et la restauration de sites, et enfin un appel à projet sur l'accompagnement des territoires et des acteurs de la biodiversité pour plus de biodiversité sur notre territoire breton. Et je vais laisser maintenant la parole à mes collègues pour poursuivre cette présentation. Merci Corentin. Donc dans cette partie, je vais vous présenter les différents appels à projets qui viennent d'être évoqués par Corentin. Le but, c'est que je vous fasse une présentation assez succincte de ces appels à projets-là parce qu'ils sont déjà extrêmement détaillés et donc de vous présenter un peu l'esprit général de ces appels à projets. Pour rappel, le dernier appel à projet que Corentin a évoqué sur l'accompagnement des territoires, on ne va pas l'évoquer aujourd'hui parce qu'il est encore en cours de réflexion sur sa potentielle réouverture. Et du coup, ça revient au service instructeur de la région Bretagne de voir s'il sera réouvert ou pas. Donc, et pour tous les appels à projets que je vais présenter, il faut avoir en tête que l'instruction se fait au fil de l'eau. Donc, pour le premier appel à projet qui concerne les réserves naturelles, qui est à destination des réserves naturelles, l'objectif de cet appel à projet, c'est de répondre aux besoins de financement des différentes opérations des réserves naturelles nationales ou régionales, que ce soit en termes d'acquisition foncière, de protection de la nature, de connaissance ou de restauration. Concrètement, ça permet de venir financer des actions qui peuvent être prévues au plan de gestion de la réserve, comme des actions liées au suivi du patrimoine naturel de la réserve ou des missions d'accueil et d'animation du public, ou de venir financer des actions qui sont liées au renouvellement du plan de gestion ou à l'élaboration du plan de gestion de la réserve via du financement de temps de personnel sur l'analyse et la rédaction de ces plans de gestion. Concernant les structures qui peuvent candidater à cet appel à projet-là, bien évidemment, il y a des structures gestionnaires de réserves naturelles, mais également les propriétaires de sites classés réserves, mais aussi les acteurs de la recherche qui peuvent parfois mettre en place des projets en collaboration avec les gestionnaires de réserves. Concernant les modalités financières, comme pour tous les autres appels à projets, votre projet peut être financé à hauteur de 60% via le FEDER. Par contre, il y a une condition, c'est que l'enveloppe globale de votre projet ne peut pas être inférieure à 20 000 euros. Si votre projet est inférieur à 20 000 euros, il ne pourra pas prétendre à cet appel à projet-là. Concernant le deuxième appel à projet sur les continuités écologiques, donc l'appel à projet soutien aux continuités écologiques et aux projets territoriaux en faveur de la biodiversité. Donc la raison d'être de cet appel à projet, c'est de permettre de financer des actions concrètes de restauration et de préservation des écosystèmes via l'identification des continuités écologiques et notamment de la trame verte et bleue. Concrètement, en fait, ça vous permet de venir financer des actions du diagnostic à la réalisation du diagnostic. Donc ça vous permet de mettre en œuvre des diagnostics écologiques de votre territoire via l'identification des réservoirs et des corridors de biodiversité qui sont nécessaires au fonctionnement des milieux naturels et le financement de la réalisation du diagnostic via un plan d'action opérationnel qui comprend des actions de préservation et de restauration de ces espaces naturels. Ça peut être par exemple le financement de la restauration d'une zone humide ou d'un pont à faune.
Les projets que vous allez déposer au titre de cet appel à projet sont quand même conditionnés à des critères de sélection, notamment le respect d'un cadre méthodologique d'identification des continuités écologiques, qui est précisé dans l'appel à projet et qui est cadré par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Il faudra également que votre démarche et que votre projet s'insèrent dans une démarche dite intégrée. Ça signifie qu'il faudra que vous démontriez comment votre projet s'articule aux autres stratégies politiques mises en œuvre sur votre territoire, notamment sur les politiques liées à l'aménagement et à l'urbanisme. Concernant les structures qui peuvent y candidater, classiquement les collectivités territoriales, je pense que c'est les premiers candidats à cet appel à projet-là, les établissements publics, les associations et les acteurs académiques quand ils sont en partenariat avec un acteur public local. Également, le taux de financement du projet peut être à hauteur de 60% et par contre, le montant global du projet ne peut pas excéder 600 000 euros. Pour l'appel à projet qui concerne la renaturation, je tiens à préciser en amont que cet appel à projet est actuellement fermé. Il est prévu qu'il soit réouvert d'ici la fin de l'année, donc en octobre-novembre. Donc l'esprit de l'appel à projet tel que je vais vous le présenter va rester le même. C'est peut-être juste le périmètre qui sera un peu différent. C'est pour ça qu'on n'a pas précisé les modalités financières qui risquent de peut-être bouger un petit peu. Du coup, il faudra se rapprocher du service instructeur de la région Bretagne pour plus de précision d'ici la fin de l'année. Donc l'objectif et l'esprit de cet appel à projet, c'est de permettre la mise en œuvre de projets concrets de restauration écologique des milieux dégradés et de mettre en place également des projets de renaturation des espaces qui sont fortement anthropisés ou modifiés. Donc des friches urbaines, des sites qui ont été imperméabilisés ou artificialisés. Et ce qui va conditionner vraiment l'accès à cet appel à projet-là, c'est que votre projet, il faut qu'il ait une entrée vraiment reconquête de la biodiversité et que ça soit un projet qui agisse en faveur de la biodiversité et que ça soit pas simplement l'ajout ou la végétalisation, par exemple, d'un parking, parce que ça restera un parking et on n'y retrouvera pas un écosystème complet. Donc là, on n'a pas précisé les modalités financières, comme je vous l'ai dit, vu que l'appel à projet risque d'être modifié sur cet aspect-là. Concernant l'appel à projet qui porte sur la connaissance, c'est un appel à projet qui permet de financer des actions de développement des données naturalistes et de la connaissance du patrimoine naturel régional. Le but, en fait, c'est de venir étoffer et d'améliorer la connaissance qu'on a sur la biodiversité, que ce soit sur des espèces faunistiques ou floristiques, sur des milieux, sur des liens interespèces et même sur le paysage. Et c'est conditionné au fait qu'il faut que ce soit dans un cadre qui favorise la collaboration entre acteurs, par exemple acteurs de la recherche et acteurs des milieux associatifs, entre acteurs des collectivités et acteurs de la recherche. Le but, c'est de produire une connaissance utilisable par des opérateurs de terrain, donc les élus, les décideurs, par certains acteurs socio-professionnels comme des professionnels du monde agricole, et de favoriser l'appropriation de cette connaissance à travers l'information, la sensibilisation et la mise en œuvre d'actions auprès de différents publics via de la sensibilisation. Et il faudrait que ce projet-là ait une portée régionale. Pour les modalités de candidature, donc peuvent candidater les collectivités territoriales, les associations, mais aussi les universités et les acteurs de la recherche. C'est imposé que le projet que vous allez déposer, vous devez prévoir une durée minimum de 24 mois, parce que souvent c'est des projets qui sont longs à mettre en place, sachant qu'il faut obtenir de la connaissance et après valoriser cette connaissance. Donc c'est le minimum syndical un petit peu pour pouvoir mettre en place ce genre de projet. À la fin de la présentation de ces appels à projets-là, on voulait vous présenter un appel à projet qui n'est pas dans les 5 appels à projets que Corentin a présenté et qui n'a pas une entrée spécifique biodiversité, mais qui a une entrée adaptation au changement climatique. Pour information, cet appel à projet-là, il se clôture au 31 juillet, donc ça va être compliqué de candidater maintenant, mais potentiellement, il va être réouvert au mois de janvier 2024. Il faudra se rapprocher du service instructeur, donc je pense que l'esprit de l'appel à projet restera le même, mais comme pour l'appel à projet renaturation, peut-être que le périmètre et les modalités ne seront pas exactement les mêmes. Donc si on évoque aujourd'hui cet appel à projet-là, c'est parce qu'il y a des objectifs qui sont transversaux à la biodiversité et qui permettent de financer des actions qu'on appelle dites de solutions d'adaptation fondées sur la nature. En fait, c'est des actions qui ont un double objectif, c'est à la fois de protéger de manière durable et de restaurer des écosystèmes naturels
pour pouvoir pallier à l'adaptation, pour pouvoir avoir des territoires qui sont plus résilients et pour pouvoir adapter son territoire au changement climatique. Ça peut être par exemple la restauration des fonctionnalités d'une rivière pour faire face à l'évolution du régime des pluies, pour éviter les inondations, etc. On a au sein de l'Agence bretonne de la biodiversité Antoine Leroux, qui fait partie du réseau de l'accompagnement et qui spécialise de cette question-là et qui peut vous accompagner sur l'aspect technique de ces mesures d'adaptation au changement climatique. Et il ne faut pas hésiter à le contacter, on vous donnera son contact. Donc voilà, je laisse Nolwenn reprendre le... Merci Mathilde. Donc en effet, on a fait un peu le tour ici des différents types de financement qui s'offrent à vous. Une fois que vous aurez donc choisi le financement qui est le plus adéquat avec votre projet, vous allez entrer dans le montage de ce projet-là, et puis on va découler du coup maintenant ces différentes étapes de vie d'un projet. On a décidé de se focaliser sur un dossier FEDER, parce que donc c'est un fonds européen qui peut être assez exigeant en matière de méthode, de pièces à rassembler, et assez rigoureux. Et donc on part un peu du principe que si vous avez les clés pour monter un projet FEDER, vous serez à même de répondre à plusieurs autres types de financement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, quel que soit le type de financement que vous demandez, c'est la chronologie un petit peu d'une demande de financement. En fait, vous avez cette phase d'émergence dont on a parlé tout à l'heure, avec la rédaction d'une note de cadrage, cette étude des différents types de financement que vous pouvez solliciter. Lorsque vous avez choisi celui donc qui vous correspond, vous allez commencer le montage du projet. Donc là, vous allez rassembler toutes les pièces, etc. Et ensuite, vous allez faire une demande d'aide et déposer votre demande au service instructeur. Dans le cadre du FEDER, donc c'est la région Bretagne. Et là, le service instructeur va instruire votre dossier et vérifier l'éligibilité de tout votre dossier, que ce soit les actions que vous envisagez de mettre en place, les dépenses, l'éligibilité de votre structure, de vos pièces, etc. Cette phase peut être assez longue, ça dépend un petit peu de la taille de votre projet, de votre dossier, de votre nombre de partenaires, mais en tout cas, ce qu'on vous encourage vraiment à faire, c'est de monter votre projet de manière à ce qu'il soit le plus complet possible, avec à ce qu'il n'y ait aucune pièce qui ne manque, etc., pour limiter ce temps d'instruction et éviter les allers-retours entre vous et le service instructeur. Dans tous les cas, une fois cette instruction terminée et validée, elle est transmise à la Commission régionale de programmation européenne qui a lieu tous les mois. Et lorsque celle-ci le valide également, vous allez recevoir une convention attributive. Dès lors, vous pourrez commencer votre projet, engager des dépenses. Et ensuite, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de votre projet pour faire des demandes de paiement. Ça, on vous conseille quand même de ne pas en faire trop régulièrement parce que ça peut être assez long et puis ça peut aussi ralentir l'instruction si elle a énormément de demandes de paiement en même temps. Mais en tout cas, une fois tous les ans ou une fois que vous avez engagé un certain nombre de dépenses, ça peut être utile de les faire. Et là, vous aurez encore une fois une phase d'instruction où la région vérifiera toutes vos pièces. Donc, ce qu'on veut vraiment vous indiquer ici, c'est de prendre en compte cette durée incompressible d'instruction lors de la demande d'aide et lors des demandes de paiement pour anticiper au maximum, notamment si vous avez des postes en jeu, des personnes qui attendent la validation de ce financement pour être soit recrutées, soit renouvelées, parce que plus l'instruction sera longue, plus ça peut être un peu compliqué à gérer derrière au sein de votre structure. Et puis, bien avoir en tête qu'il y a une trésorerie à avoir, en tout cas pour ce qui est des fonds européens, parce que il faudra que vous ayez engagé des dépenses et du coup, jusqu'à la première demande de paiement, ce sera sur vos fonds propres, donc même si vous serez remboursé derrière, mais il faut quand même avoir la trésorerie nécessaire pour avancer ces fonds. Voilà. Donc sur la phase de montage, il y a trois grands éléments un peu à avoir en tête lorsque vous montez un projet. Les premiers sont ceux auxquels on pense en premier, c'est-à-dire les éléments techniques, les actions que vous allez mettre en place. Vous aurez également les éléments financiers qui, eux, vont forcément être corrélés aux éléments techniques. Et puis vous aurez aussi les éléments administratifs auxquels on pense moins, mais qui sont vraiment essentiels à, là aussi, anticiper dès le début du montage du projet. On va les détailler dans cette partie-là, mais en tout cas, donc sur les éléments techniques, vous allez retrouver tous les détails, tous les critères de ce qui est attendu dans le cahier des charges de l'appel à projet que vous avez choisi. Mathilde vous a présenté en détail les appels à projet
qui concerne les fonds FEDER. Et donc là, vous pourrez télécharger les cahiers des charges et vous retrouverez vraiment toutes les informations utiles. Bien avoir en tête, en tout cas, qu'il faut être dans cette partie-là précis, vraiment détaillé de manière très opérationnelle ce que vous comptez mettre en place et comment vous comptez le mettre en place, mais aussi concis. Votre note, elle va être lue à la fois par les chargés de mission thématiques qui vont vérifier la pertinence et la qualité de votre dossier, mais elle sera aussi vérifiée, cette note, par les services instructeurs qui, lui, va vérifier plutôt l'éligibilité de ce que vous voulez mettre en place vis-à-vis des critères du cahier des charges de l'appel à projet. Donc voilà, essayez d'être un petit peu le plus précis et concis possible. Donc ça sert à rien non plus de faire une note de plus de 20 pages. Ça risque au contraire de perdre et puis de ralentir du coup l'instruction de votre dossier. Donc dans l'opérationnalité, il faudra vraiment détailler qui est impliqué dans ce projet-là, que ce soit vous ou vos partenaires, mais aussi quel réseau vous allez mobiliser, quels acteurs vont participer au-delà des partenaires, quelles actions concrètes vont être mises en place et de quelle manière vous comptez vous y prendre, la méthode, les outils, les moyens que vous allez dédiés à ce projet-là. Lorsque vous réfléchirez aux livrables et aux résultats en règle générale, il faudra bien veiller à ce que dès que vous touchez du financement public, les livrables doivent être publics et doivent être accessibles à tous et potentiellement alimenter des banques de données régionales. Donc vraiment avoir ceci en tête. Et enfin, faire attention aux critères de sélection qui peuvent être différents des critères d'éligibilité, dans le sens où vous avez des actions qui vont être éligibles, mais dans les critères de sélection, le service instructeur regardera plutôt la portée de votre projet, est-ce que c'est une portée qui touche un plus grand nombre, l'intégration des réseaux existants pour éviter les doublons, votre capacité de le mettre en œuvre, la diffusion des résultats, etc. Encore une fois, tout ça est très détaillé dans les cahiers des charges. Et enfin, il y aura également des indicateurs qui sont souvent chiffrés, qu'il faudra renseigner en termes de surface protégée ou de nombre d'habitants qui vont être touchés. Ça dépendra du type d'appel à projet que vous sollicitez. Alors, pour finir sur cette partie, quelques conseils. Vous référez au cahier des charges, donc ne pas hésiter à fusionner vos actions que vous aviez prévues dans la note de cadrage avec le cahier des charges de manière à ce que votre note technique que vous allez fournir lors de la demande de paiement corresponde aux critères d'éligibilité. Vous rapprochez du service instructeur, vous avez souvent un contact qui est donné dans le cahier des charges. Vous pouvez, dès le moment où vous avez rédigé votre note de cadrage, vous rapprocher de lui pour qu'il puisse vous dire si votre projet est éligible ou non, vous donner quelques billes pour vous aider à le monter et vous mettre en contact éventuellement avec d'autres personnes. Et puis cadrer vos actions de manière à ce que donc elles soient opérationnelles, concertées, à ce que ce ne soit pas des actions qui soient dans tous les cas demandées réglementairement. Les fonds publics ne vont pas financer des actions que vous êtes obligé de faire, je pense notamment aux collectivités. Et enfin, éviter les doublons, vous renseigner un peu sur ce qui est fait ailleurs sur le territoire pour éviter de monter deux projets similaires dans le même périmètre. Donc maintenant, les éléments administratifs dont je vous parlais tout à l'heure, donc ils sont absolument pas à négliger, ils sont à anticiper dès le début du montage de projet. Ce qu'on conseille, en ce qui concerne en tout cas les financements régionaux, c'est de vous créer un compte sur la plateforme dématérialisée PDA, plateforme de dépôt de demande d'aide, et sur lequel donc vous verrez. Lorsque vous créez un compte, il vous est demandé un certain nombre de renseignements sur votre structure. Et puis, vous verrez aussi la liste des pièces administratives et juridiques qui vous sera demandée, ainsi que la liste des petits textes explicatifs, que je vais expliquer juste maintenant, qui vous sera demandé de compléter aussi. Et du coup, il peut être intéressant de copier-coller tous ces éléments dans un document extérieur pour y répondre en parallèle et pour faire une checking list de tout ce qu'il faut rassembler. Comme ça, lorsque vous aurez à déposer votre demande de paiement, ce sera déjà prêt et ce sera pas... vous découvrirez pas toute cette partie-là au dernier moment. Donc, en ce qui concerne ce qui va être étudié, ce à quoi on pense pas forcément quand on fait une première demande de financement, c'est de détailler les moyens administratifs et financiers qui vont travailler sur le projet. On pense souvent aux chargés de mission, aux techniciens qui vont intervenir techniquement, mais toutes les services ou les personnes qui vont être en charge du suivi de temps de personnel, du suivi des dépenses, les outils que ces personnes vont utiliser, etc., sont vraiment à détailler ici pour montrer que vous allez respecter ces suivis obligatoires dans le cadre d'un projet européen. Vous aurez donc un certain nombre de pièces, comme je le disais tout à l'heure, à rassembler, que ce soit les statuts de la structure, les bilans comptables des 2 derniers exercices clos, la capacité du représentant légal à signer
tout document relatif au projet, la délibération ou le vote en conseil d'administration ou conseil communautaire donc qui approuve le projet et son plan de financement, ainsi que des attestations de régularité fiscale et sociale. Vous avez aussi des engagements à détailler et à valider, donc qui concernent, qui peuvent vous paraître assez éloignés du projet lorsque vous les lisez, mais qui sont à remplir obligatoirement parce qu'elles correspondent à comment votre structure fonctionne et donc comment est-ce que ça va derrière se décliner dans le cadre de votre projet. Donc sur votre structure à proprement parler, vous aurez notamment, faudra prouver que vous appliquez bien des dispositifs de lutte et de prévention contre la fraude et les conflits d'intérêts, que votre structure n'est pas en difficulté financièrement, notamment pour avancer l'argent relatif aux actions que vous envisagez, que vous sollicitez pas un financement similaire pour la même action. Et puis, si vous avez des partenaires ou des cofinancements, il faudra là aussi l'indiquer avec des notifications ou des conventions partenariale. Votre capacité à suivre comptablement le projet, donc à tracer les dépenses à travers une comptabilité analytique ou codifiée, le respect des principes horizontaux, donc qui sont la non-discrimination et l'accessibilité aux personnes handicapées, l'égalité homme-femme et la prise en compte du développement durable, l'obligation de publicité et puis le respect des règles de la commande publique, on y reviendra tout à l'heure. Là aussi, bien avoir en tête, donc télécharger le guide d'utilisateur PDA, vous créez un compte sur PDA pour avoir une idée de ce qui est attendu sur la partie administrative, bien veiller à rassembler toutes les pièces à temps pour pas l'anticiper au dernier moment. Et puis vérifier assez tôt vos règles en interne en ce qui concerne la comptabilité, le suivi des dépenses, le suivi du temps de personnel et si vous êtes soumis ou non à la commande publique et dans ce cas-là, quelle procédure vous devez suivre. Et ça, il faudra bien que vous y veilliez vous en interne, mais également vos partenaires si vous répondez à plusieurs parce que voilà, tout le consortium devra être très clair sur ces obligations-là. Et donc je laisse Mathilde maintenant continuer sur le cas des projets multipartenariaux. Donc effectivement, dans le cadre d'un projet FEDER, vous avez la possibilité de mettre en place des projets dits multipartenariaux. Donc ça signifie un projet avec plusieurs partenaires. Dans le cadre d'un projet multipartenarial, du coup, vous êtes censé vous êtes obligé de désigner un partenaire qui sera chef de file. Ce chef de file aura plusieurs obligations au regard d'une convention chef de file dans laquelle seront matérialisées toutes ces obligations-là. Tout d'abord, ça sera le seul interlocuteur du service instructeur de la région Bretagne et il aura pour responsabilité de préparer et de présenter au nom de tous les partenaires la demande d'aide, mais aussi la demande de paiement. Il devra veiller au bon déroulement du projet, c'est-à-dire veiller à ce que techniquement le projet se déroule bien et évidemment faire le suivi administratif et financier du projet au global et du coup de faire remonter toutes les dépenses, les livrables, les justificatifs de versement des cofinancements des autres partenaires. Ce n'est pas parce que le partenaire qui est chef de file centralise toutes les informations que les partenaires n'ont pas d'obligation. Il faut que tout le long du projet, les partenaires continuent à abonder le partenaire qui sera chef de file. Donc chaque partenaire doit faire son propre suivi des dépenses, son propre suivi des cofinancements. D'ailleurs, il doit faire son propre plan de financement au moment de la demande d'aide. Et chaque partenaire devra faire remonter aussi au chef de file le suivi des dépenses, le suivi des livrables, etc. Pour rappel, être partenaire au titre d'une convention de partenariat, ça induit qu'il y ait un flux financier entre les différents partenaires. Donc être partenaire technique, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes partenaire au titre de cette convention chef de file. Il faut vraiment que vous touchiez du FEDER pour pouvoir être considéré comme partenaire. Si vous êtes uniquement partenaire technique, vous pouvez l'indiquer quand même dans la note technique, mais simplement ce partenaire n'aura pas lieu d'être dans le plan de financement et ne touchera pas de FEDER. Donc, quelques conseils à vous donner sur les projets multipartenariaux, c'est de bien dimensionner la capacité administrative et financière du chef de file à être chef de file, parce qu'évidemment, il y a une certaine lourdeur administrative et du temps qui sera dédié au suivi de projet en tant que chef de file. Et plus il y aura de partenaires, là on a mis 3-4 partenaires, mais c'est vraiment le maximum, plus cette tâche-là sera lourde. Donc il faut en amont bien réfléchir au fait que vous allez avoir du temps dédié en tout cas à cette gestion administrative et financière du projet.
Sur les éléments financiers qui vous seront demandés au moment du dépôt de la demande d'aide, donc on va vous demander un plan de financement qui est prévisionnel et équilibré en recettes et en dépenses, c'est-à-dire qu'il y ait autant de recettes que de dépenses dans le plan de financement. Pour les dépenses, dans un premier temps, bien vérifier l'éligibilité des dépenses, donc aller se référer au cahier des charges pour pas proposer des dépenses qui ne peuvent pas être reçues parce qu'elles ne sont pas éligibles. Il faudra également penser à indiquer chaque catégorie de dépenses, c'est-à-dire les dépenses de travaux, des dépenses de personnel, des prestations intellectuelles. Il faut bien l'appréhender parce qu'une fois que le dossier sera instruit et la convention sera signée, il n'y aura plus de possibilité de rajouter des catégories de dépenses, à part si vous faites des demandes d'avenant, mais du coup, ça induit une certaine lourdeur administrative pour vous, les services instructeurs. Et pareil sur le montant prévisionnel de ces dépenses, il faut réussir à être le plus précis possible et à l'appréhender le mieux possible parce que le montant FEDER, le montant de la subvention FEDER, une fois qu'elle est arrêtée dans la convention FEDER, elle ne peut plus être augmentée, même par un avenant. Après, il y aura quand même, je mets de la nuance, il y aura une certaine fongibilité entre les différentes catégories de dépenses. Simplement, si par exemple vous décidez pas vous décidez, mais s'il y a plus de dépenses de travaux que de dépenses de prestations intellectuelles, il faudra faire une demande d'avenant pour rééquilibrer le plan de financement et expliquer pourquoi finalement vous avez fait plus de travaux que de prestations intellectuelles. Évidemment, pour chaque poste de dépense, il faudra donner les justificatifs qui sont attenantes. Donc, j'y reviendrai plus tard. Pour les cofinancements, il faudra indiquer le montant des cofinancements que vous avez obtenus. Et par obtenus, on entend les cofinancements pour lesquels vous avez à minima les notifications et au mieux les conventions. Si vous n'avez pas les conventions et les notifications qui sont relatives à l'obtention de ces cofinancements, il ne faudra pas indiquer les montants dans le plan de financement. Simplement, ça ne conditionnera pas votre instruction de votre dossier et ça ne conditionnera pas l'accès à une subvention, à la subvention. Il faudra juste penser tout au long du projet à faire des demandes d'avenant pour pouvoir rééquilibrer le plan de financement et prévenir le service instructeur lorsque vous avez obtenu un cofinancement. Quelques conseils, évidemment, se référer au cahier des charges à chaque fois, parce que c'est là où aussi on voit les différents l'éligibilité des dépenses, mais aussi les différentes catégories de dépenses qui sont éligibles, et mettre en place un code analytique comptable pour le projet qui vous permettra, en plus d'assurer le suivi du projet par la suite, en ayant un code qui est attenant au projet FEDER. Concernant les typologies de dépenses qui sont éligibles, dans cette nouvelle programmation 21-27, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a 2 typologies de dépenses. Il y a des dépenses qui sont prises au réel et des dépenses qui sont soumises aux options de coûts simplifiés. Donc je reviendrai après sur ce que c'est les options de coûts simplifiés, mais en tout cas, il y a 3 typologies de dépenses qui y sont soumises. C'est les frais de personnel, les frais de déplacement sur frais kilométriques et les frais de restauration, et aussi les coûts indirects. Pour tout le reste, tout ce qui est au coût réel, les frais de déplacement au réel, les dépenses d'investissement matériel, de communication et de prestations externes, on vous demandera comme justificatif à chaque fois les devis ou tous les documents qui sont en lien avec la commande publique si vous êtes soumis à la commande publique. Pareil, on fera un focus plus tard sur la commande publique. Pour les options de coûts simplifiées, donc simplement en fait c'est une méthode de calcul qui est alternative et en gros c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on regarde plus les coûts réels mais on va les calculer selon une méthode via un taux forfaitaire ou via un barème standard de coûts unitaires. Pour être plus clair, je vais prendre l'exemple des frais de personnel. Pour pouvoir calculer le montant prévisionnel des dépenses de personnel, il faudra que vous calculiez, vous preniez le temps prévisionnel qui est prévu sur le projet par le coût horaire unique qui est de 34,12 € et ça vous donnera le montant prévisionnel de dépenses de personnel. Pour les frais de personnel, il faudra également donner un modèle de suivi de temps, les heures passées prévisionnelles sur le projet. Et il n'y aura plus les bulletins de salaire à donner comme il y avait dans l'ancienne programmation. Et c'est l'avantage des coûts simplifiés, en fait, c'est que ça allège la charge administrative des bénéficiaires et ça réduit pour le coup les taux d'erreur. Pour les frais de restauration, c'est la même chose. Il faudra donner en gros une fourchette prévisionnelle du nombre de repas que vous avez prévu de faire pendant tout le projet. On sait que c'est difficile, mais il faut essayer de donner une fourchette globale que vous multiplierez par un coût unitaire qui est le même pour tout le monde et ça vous donnera votre coût prévisionnel sur ce poste de dépense. Enfin, sur les cofinancements,
Du coup, sur les 40% qui restera à cofinancer, vous pouvez aller chercher du cofinancement public, bien sûr, les cofinancements que Corentin a précisé tout à l'heure. Mais aussi, il ne faut pas hésiter à aller chercher du cofinancement privé parce qu'il y en a en Bretagne et il faut y aller. Et il y a une règle aussi qui est importante à retenir, c'est qu'il y a une interdiction du double financement européen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir 2 subventions européennes sur un même projet. Donc, il faudra être attentif à cette règle-là. Et dans le cas où vous êtes en recherche de cofinancement, il ne faut pas hésiter à contacter Corentin ou à aller sur le site Ma Question qui liste un peu tous les financements qui existent en Bretagne pour les projets favorables à la biodiversité. Donc je vais laisser ma collègue Nolwenn. Merci Mathilde. Donc on va passer maintenant à la partie de mise en œuvre du projet. Donc une fois que celui-ci aura été déposé, vous aurez, comme on l'a vu tout à l'heure quand on vous a présenté la chronologie d'un projet, donc une fois qu'il a été instruit, validé, vous avez, comme je disais tout à l'heure, une convention attributive qui vous est distribuée. À partir de là, vous pouvez mettre en œuvre votre projet. C'est important très tôt, dès que vous commencez à réaliser vos actions, à travailler sur ce projet-là, de garder en tête quelques conseils parce que voilà, qui vont être déterminants et qui vous faciliteront la tâche lorsqu'il faudra faire les demandes d'aide. Donc d'abord, bien avoir en tête que la convention attributive qui vous est distribuée par le service instructeur est vraiment l'élément primordial sur lequel vous basez en cas de doute. Vous y retrouverez en effet les dates de début et de fin de projet, toutes les actions que vous devez réaliser, les livrables que vous devez fournir avec le calendrier, ainsi que votre plan de financement détaillé avec les différentes catégories de dépenses et le financement également de vos partenaires. Vous retrouverez également la date de fin d'éligibilité des dépenses, donc qui peut être différente de celle de date de début et de fin de projet, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce que vous pouvez payer vos factures. Et là, par contre, sur la date de fin d'éligibilité, on se basera sur le décaissement du compte bancaire. Donc anticiper un peu le paiement pour être, notamment s'il y a des chèques, etc., pour être sûr que ça a été bien décaissé dans les temps et que cette dépense ne soit pas rejetée au moment de la demande de paiement. Dans tous les cas, cette convention attributive, donc il est vraiment très utile que vous vous basiez sur ce document tout au long de votre projet. Mais si toutefois le projet était amené à changer, que ce soit dans le plan de financement, dans la répartition des dépenses entre les partenaires, dans l'attribution d'un nouveau financement qui n'était pas prévu au départ ou dans un décalage dans le temps de ce projet-là, il faudra bien avoir en tête qu'il faut faire une demande d'avenant au service instructeur pour pas que lorsque vous faites votre demande de paiement, la demande de paiement que vous faites ne corresponde pas à ce qui était prévu dans la convention attributive. Ce qu'il faudra également veiller très tôt à mettre en place, c'est un suivi du temps de travail. Donc il y a des modèles de formulaires et de suivi qui existent et que vous pouvez télécharger ou nous demander. Mais en tout cas, il faudra bien indiquer le nombre d'heures passées par jour sur le projet à travers donc un suivi mensuel. Donc si vous n'êtes pas amené à travailler sur le projet pendant 1 mois, vous n'avez rien à remplir. Mais dès lors que vous aurez travaillé quelques heures, il faudra bien l'indiquer dans la journée ou dans les journées où vous avez travaillé. Et ensuite, faire signer ce document, le dater à la fois par vous et par votre responsable hiérarchique. Donc, vaut mieux se mettre un petit rappel en fin de mois, tous les mois, pour penser à le faire et à ce que vos collaborateurs le fassent également, plutôt que d'attendre que vous fassiez la demande de paiement pour rattraper des mois et des mois de suivi de temps de travail où vous n'aurez plus forcément tout ça en tête. Vous créez également un dossier unique sur lequel vous rassemblerez à la fois ces suivis de temps de travail, mais également toutes les factures, toutes la publicité, les éléments de communication ou toutes les règles de commande publique, tout ce qui concerne votre projet, vous les archivez dans un dossier unique et ça vous facilitera la tâche pour les demandes de paiement, mais également en cas de contrôle, c'est quand même rassurant d'avoir tout sur la main, bien archivé. Et donc il faut archiver toutes ces pièces, bien évidemment pendant tout le temps du projet, mais même ensuite, il faut les garder en cas de contrôle. À avoir en tête également le respect de la commande publique. Donc tout le monde n'y est pas forcément soumis. Ceux qui doivent respecter ce code de la commande publique sont les organismes de droit privé ou public qui perçoivent plus de 50% de leurs ressources par le biais de financement public sur la base du dernier bilan comptable. Donc à vous renseigner lors du montage du projet, est-ce que vous y êtes soumis ou non, et ensuite voir comment fonctionne votre structure. Des fois, des structures sont très bien organisées et tout est déjà bien
structuré en interne. D'autres fois, c'est une nouveauté et donc il faut quand même se renseigner un petit peu. Donc on vous conseille d'aller sur le site de la DAGE, Direction des Affaires Juridiques, qui va détailler vraiment tout ce qui a trait à cette commande publique. On vous fournira dans tous les cas les liens lorsqu'on vous retransmettra le PowerPoint. Et donc là-dedans, vous retrouverez les différents seuils à partir desquels vous êtes amené à faire de la publicité ou non, etc. Donc on ne vous les détaille pas ici, ces seuils, parce que ça va dépendre de votre structure, mais également de la nature et du montant du marché que vous sollicitez. Donc il n'y a pas de... Voilà, les règles peuvent varier. En tout cas, ce qu'il faut garder en tête, donc, ce sont les principes de la commande publique, qui sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence des procédures. Donc pour ce faire, il faut veiller à choisir une offre qui réponde de manière pertinente aux besoins, à avoir une bonne utilisation des deniers publics, vu que vous êtes sur des financements publics. Donc en gros, ça veut dire privilégier le devis le moins cher. Et puis enfin, ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire, alors qu'il y en a d'autres sur le même territoire avec les mêmes qui appliquent les mêmes prix, donc qui existent. Voilà. Donc je ne vais pas plus dans le détail là-dessus, mais en tout cas, le service instructeur vérifiera que vous avez bien respecté ces procédures, donc en matière de publicité, en matière de sélection des candidatures, d'analyse des offres, puis d'exécution du marché. Et vous pouvez retrouver sur la plateforme de dépôt de demande d'aide PDA toutes les attestations relatives à cette commande publique. À la fois pour des achats de faible montant, vous aurez juste une attestation sur l'honneur à remplir et des devis à fournir. Et sur des achats de montant un peu plus élevé, là vous aurez la procédure, vous les retrouverez également dans les attestations. Donc ce respect de la commande publique sera vérifié à la phase d'instruction si vous avez un marché qui s'y applique. Et puis, à partir du moment où vous faites la dépense, ce sera vérifié lors de la demande de paiement. Enfin, dernier grand principe à respecter tout au long de votre projet, c'est l'obligation de publicité et de communication sur les fonds publics, parce que la règle d'or, c'est quand même de rendre visible l'action de l'Union européenne pour assurer la transparence de la dépense publique. Donc ça revient en gros à apposer le logo de l'Union européenne ou de votre financeur, quel qu'il soit, sur tous les éléments qui ont trait au projet. Donc n'hésitez pas, il y a des autocollants que vous pouvez demander au service instructeur. Vous avez ainsi un kit de communication avec tous les logos qui peut être téléchargé sur le lien qu'on vous donne ici. Et donc il faudra apposer le logo sur le maximum de support de communication possible. N'hésitez pas également, lorsque vous avez les financements, à faire une petite présentation de votre projet sur votre site internet, vos réseaux sociaux, les médias, etc. Et il faut également veiller à faire vivre ce projet-là. Donc faites des événements quand ça s'y prête, en invitant des élus, les services de la région, les médias, etc. Et n'hésitez pas à relayer et à faire des photos. Pour ceux qui du coup n'auraient pas forcément une grande expérience sur la matière, on vous informe que vous pouvez retrouver le contact de la personne en charge de la communication au sein de la région, donc via le lien qu'on vous a fourni. Et puis l'ABB propose aussi d'amplifier votre communication. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet et donc de toucher un plus grand nombre de personnes. Dans tous les cas, il faudra bien... C'est vraiment une obligation et ça sera vérifié au moment des demandes de paiement que vous avez bien respecté cette obligation. Donc il faudra prendre des photos, faire des captures d'écran, ne pas oublier. Voilà pour ce qui est des éléments à avoir en tête tout au long de votre projet. Et puis on va finir par la demande de paiement sur cette partie. Effectivement, donc quand vous arrivez à la fin de votre projet et qu'il est réalisé, vous pouvez faire des demandes de paiement. Donc vous pouvez faire des demandes d'acompte, mais aussi une demande de solde, donc faire des demandes de paiement tout au long du projet. Pour la demande de paiement, il faut se rappeler que plus le suivi de projet aura été correctement fait, le suivi correctement fait, plus la demande de paiement elle sera rapide à faire et plus elle sera rapidement instruite. Pour la liste des justificatifs qu'il faudra donner au moment de la demande de paiement, donc on vous a mis un tableau là sur le PowerPoint. C'est une liste non exhaustive, bien évidemment. Donc pour chaque dépense qui aura été faite au titre de votre projet, il faudra donner des justificatifs. Donc il faudra différencier les catégories de dépenses qui sont soumises aux options de coûts simplifiés et puis ceux qui sont pris au réel. Pour les dépenses qui sont soumises aux options de coûts simplifiés, donc pour les frais de personnel, il faudra donner un suivi de temps de travail par salarié, donc qui doit être signé par le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi daté.
Également pour les frais de déplacement. Pour les frais de déplacement qui sont soumis aux options de coûts simplifiés, il faudra donner un tableau récapitulatif très explicite et attesté du responsable de la structure ou une note de frais qui montre le lien au projet. Et pour les frais de déplacement qui sont pris au réel, donc pour le train, l'hôtel, etc., il faudra donner les factures plus une note de frais, pareil, où on voit bien le lien au projet quand c'est remboursé directement aux salariés. Pour toutes les autres dépenses qui sont prises au réel, il faudra donner à chaque fois les factures, mais également les éléments de la commande publique si la commande publique n'a pas été vérifiée au moment de... Enfin, le respect de la commande publique n'a pas été vérifié au moment de l'instruction et qu'elle est vérifiée au moment de la demande de paiement. Sur les quelques conseils qu'on peut vous donner au moment de la demande de paiement, c'est tout d'abord de fournir les livrables qui va prouver que concrètement vous avez bien effectué les actions qui étaient indiquées dans la note technique et de votre demande d'aide. On vous conseille également d'être vigilant sur la date de paiement qu'il y a dans la convention FEDER, parce que ça peut arriver que vous loupiez la date de demande butoir pour faire votre demande de paiement, et dans ce cas-là, votre demande de paiement ne pourra pas être reçue. Donc, regardez régulièrement dans la convention. Il faut être vigilant également sur la date de décaissement des dépenses, parce que la fin de l'éligibilité des dépenses, ça ne correspond pas à la date qu'il y a sur la facture, mais vraiment à la date de décaissement qu'il y a sur le compte bancaire. Et des fois, il y a des petits amalgames qui sont faits là-dessus. On vous demandera également un état récapitulatif des dépenses qui devra être certifié payé. Donc la certification, elle peut être faite soit par un comptable public ou un commissaire aux comptes. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez fournir les relevés de compte bancaire sur lesquels on doit bien voir que telle et telle dépenses ont été faites. Et il y aura aussi un tableau récapitulatif des cofinancements et la preuve de l'encaissement de ces subventions qui sera à fournir. Enfin, on vous conseille également de bien anticiper les contrôles de fin de projet qui arrivent par surprise la plupart du temps. Donc, ce qu'on vous conseille pour bien les appréhender, c'est d'avoir un dossier unique dédié au projet FEDER. Comme ça, le moment où vous avez un contrôle, vous avez juste à ressortir votre dossier. Il y a tous les éléments de suivi du projet. Et il faut également avoir en tête que toutes les pièces qui peuvent être demandées et les contrôles qui peuvent être effectués lors de contrôle de fin de projet, ça va souvent plus loin que ce qui est vérifié par le service instructeur lui-même. Donc vraiment tout garder, les factures, les comptes bancaires, les éléments liés à la communication, les livrables, etc. Et je vais laisser pour la fin la parole à Fanny Poirot, qui travaille au service instructeur de la région Bretagne et qui va vous donner des conseils sur les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques à avoir. Oui, bonjour, du coup Fanny Poirot, instructrice à la région Bretagne sur les dossiers biodiversité. J'espère que vous m'entendez tous. Je voulais refaire un petit retour sur expérience par rapport au dossier qu'on a chez nous, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites par Noël et Mathilde. Alors tout d'abord, avant de déposer une demande d'aide, le mieux est quand même de prendre contact soit avec l'ABB, soit avec la région, sachant que les services travaillent ensemble, surtout pour vérifier l'éligibilité même du projet. Parce que par expérience, la plupart des projets qui sont déposés qu'on n'a pas accompagné, la plupart ne sont tout simplement pas éligibles. Ils vont le déposer sur le portail des aides. Et ça fait beaucoup de travail, tout ça pour avoir un projet inéligible. Donc, c'est mieux de prendre contact avec nous pour vérifier cette éligibilité et aussi éventuellement savoir si l'ABB peut faire un suivi renforcé sur votre projet s'il s'y prête. Une fois que cette étape est passée, lors du dépôt de l'aide, il est nécessaire de bien décrire le projet et important de garder en tête que moi, en tant qu'instructrice, je ne connais pas votre projet. Certaines choses peuvent vous paraître évidentes à vous et pas forcément à moi. Et c'est peut-être pour ça que je vais vous poser des questions qui vous paraissent peut-être bêtes. Dans bien décrire le projet, je voulais aussi entendre que tous les champs sur le portail au moment de la dépense, au moment du demande de paiement, au moment du dépôt de la demande d'aide, tous les champs sont à remplir, tous ceux que Nolwenn a présentés sur les principes horizontaux de non-discrimination, développement durable et égalité homme-femme. Même si vous pensez que ça se prête pas au projet, il faut le remplir et si c'est pas rempli, je vais vous faire des retours dessus de toute façon. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on a besoin de justificatifs pour toutes les lignes de financement.
même si ces dépenses ont lieu 3 ans plus tard, parce que le projet est sur 3 ans. Ça demande de bien anticiper. Ça peut être difficile, nous, on est aussi là pour vous accompagner là-dedans, mais juste une justification du type on a l'habitude, on sait que ça va nous coûter autant, c'est pas suffisant, il faut vraiment des devis ou des factures, d'anciennes factures pour nous prouver que vous avez bien vraiment réfléchi sur le montant et que le montant est exact. Et de plus, les détails du calcul sont aussi à détailler, par exemple sur les frais kilométriques, pas juste nous mettre que c'est tant et tant d'euros, nous mettre aussi le nombre de kilomètres que vous estimez faire ou le nombre de tickets de train que vous pensez prendre. Sur le troisième point que j'ai noté sur la diapo, l'utilisation des options de coûts simplifiés sont obligatoires dès qu'elles sont prévues dans l'appel à projet auquel vous répondez. Par exemple, le barème utilisé pour les frais de personnel, c'est pas un plafond, c'est 34,12 € de l'heure pour tous les personnels sur le projet. Et également pour tous les autres options de coûts simplifiés que Mathilde a présentées tout à l'heure. Pendant la réalisation du projet, ce que je peux conseiller de faire, c'est dès que vous avez une question financière administrative, c'est de vous référer à la convention. Il y a beaucoup de détails qui sont écrits dedans. Par exemple, dans une annexe publicité qui détaille toutes vos obligations de communication. Il y a le plan de financement qui détaille toutes vos dépenses éligibles. Et si la réponse ne se trouve pas dans la convention, ne surtout pas hésiter à prendre contact avec nos services instructeurs et n'hésitez pas aussi s'il y a un autre problème pendant la réalisation du projet ou alors si vous vous rendez compte que on n'a pas prévu assez de temps sur le projet, qu'il faut proroger la convention et faites-le en amont et pas attendre la fin du projet parce que à ce moment-là on n'aura plus possibilité de changer votre convention. Et ce que Nolwenn a aussi soulevé, pensez à la communication tout au long du projet. Dès que vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, prenez une capture d'écran, par exemple, parce que ça peut être très dur de retrouver ce que vous avez fait. Et ce que Nolwenn a conseillé aussi, de faire un dossier unique avec toutes ces informations, ça facilite énormément la vie du projet. Et Et je tenais aussi à inciter, on est là si vous avez des questions pendant la vie du projet, ne surtout pas hésiter à prendre contact avec nous. Bien, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci d'être encore là. Donc on vous donne ici quelques contacts à la fois au sein de la région Bretagne, donc les chargés de mission qui travaillent sur les différents appels à projets FEDER, mais aussi le service instructeur. Puis vous avez également nos contacts à l'Agence bretonne de la biodiversité si vous avez des questions, des besoins en particulier. Et puis n'hésitez pas à aller sur ma question biodiversité BZH sur notre site internet. On vous fournira également le lien. Et puis vous pourrez aller découvrir ce très bel outil. En ce qui concerne la suite, donc on va vous envoyer courant du mois de juin un replay de ce webinaire-là, ainsi que la présentation et les différents liens des choses que nous vous avons présentées. Et puis nous organiserons également des ateliers d'écriture en plus petit comité et en présentiel, donc vraiment réservés à des personnes qui sont en cours de rédaction et de montage de projet, et qui auront lieu donc sûrement au second semestre 2023. Pour avoir toutes ces informations, on vous invite à vous inscrire à notre newsletter, la mensuelle de la biodiversité BZH, pour pouvoir suivre et vous inscrire ultérieurement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Merci pour cette présentation. Donc, en effet, il y a quelques questions qui ont été posées et déjà quelques-unes qui ont pu être répondues par la région Bretagne et par nos collègues de l'Agence bretonne de la biodiversité. Là, j'en aperçois une de monsieur Olivier Boixière, qui est un élu de la commune de Sainte-Hélène et qui nous sollicite concernant sa question est donc pour des petites collectivités, des petites communes, comment faire pour monter un projet lorsque les compétences ne sont pas forcément présentes au sein de la commune
puisque du fait de la taille, il n'y a pas forcément beaucoup d'ingénierie de projet. Enfin, même question, comment faire lorsque on a une trésorerie limitée à dégager du fait de la taille de la collectivité? Le premier aspect de la question sur comment faire pour monter un projet FEDER quand on n'a pas l'ingénierie de projet en interne, il y a plusieurs solutions. Déjà, nous, on peut donner des éléments de réponse à l'Agence bretonne de la biodiversité en fonction de votre besoin d'accompagnement. Et puis, il y a quelques réflexes qu'on vous a présentés pendant le webinaire qu'il faut prendre pour alléger le plus possible cette charge qui est le montage de projets FEDER. Et puis il y a aussi, on vous a présenté les fonds FEDER parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était les plus rigoureux en matière de montage de projets. Mais il y a une pluralité d'autres financements, comme Corentin a pu le présenter tout à l'heure, que vous pouvez solliciter et qui peuvent être du coup moins exigeants. Voilà. C'est ça. Donc, selon le projet, en fait, c'est pour ça qu'il faut nous contacter en amont. Comme ça, nous, on vous explique vers quoi vous orienter au regard de la taille, au regard du projet, au regard du montant sollicité. Il y a des financements beaucoup plus simples. Il y a également des financements privés qui sont potentiellement à disposition. Et notamment, c'est sur la partie autofinancement, donc sur la partie trésorerie à dégager. Donc, c'est vrai que lorsqu'on demande des financements publics, il y a toujours, pour les communes et les collectivités, la nécessité d'avoir 20% d'autofinancement. Mais dans les autofinancements, on peut intégrer des financements privés. Et donc, c'est là où est-ce qu'on peut travailler. Et pour terminer, parce que c'est aussi dans le cadre de mes missions, c'est que l'Agence bretonne de la biodiversité prend en charge l'animation du comité des financeurs biodiversité BZH, qui regroupe les financeurs publics de la biodiversité, donc la région, les départements, l'Office français de la biodiversité, l'ADREAL et l'Agence de l'eau notamment. Et dans le cadre de cette groupe de travail, il nous arrive justement de présenter des projets qu'on estime justement intéressants entre nous, et pour pouvoir justement voir s'il n'y a pas des pistes qui peuvent exister pour essayer de pousser un projet vers certains acteurs pour s'assurer que le projet arrive à avoir des financements. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. J'en profite ensuite, donc une deuxième question donc, de la même personne, monsieur Olivier Boixière, qui nous indique, qui questionne en se demandant, ça semble plus facile en fait de mobiliser ce type de financement lorsqu'il y a une seule maîtrise d'œuvre, un seul prestataire ou un seul financement ou une seule ligne budgétaire entre guillemets. Est-ce que c'est vrai ? Ça dépend de plusieurs choses. Si vous passez en tant que collectivité, si vous passez par un seul poste de dépense, par exemple par un bureau d'études, mais du coup, ça nécessitera de montrer un marché public. Il faut aussi essayer de voir un peu votre capacité à monter du marché public. Des fois, ça peut être plus évident de faire du suivi de temps de travail, par exemple, d'avoir plusieurs personnes sur votre projet avec plusieurs petites dépenses, que d'avoir un gros marché à monter pour passer via un bureau d'études ou une AMO. Après, ça peut être aussi une solution pour vous dégager du temps de travail si jamais vous avez cette capacité administrative-là, en tout cas à monter du marché public. C'est vraiment une question d'opportunité et en fonction de l'ingénierie que vous avez au sein de votre structure. Après, encore une fois, pour ce genre de questions, vous pouvez nous contacter et venir nous voir, et nous, on pourra essayer de voir et de calibrer un petit peu quel modèle financier, finalement, sera le plus soutenable par votre structure. Je vais juste laisser la région compléter sur cette question, parce que je crois qu'ils ont aussi des éléments à apporter, mais c'est vrai que c'est souvent au cas par cas. Alors, pour répondre, est-ce que c'est plus facile s'il y a juste une dépense unique ? Ça dépend. Parce que les petites communes ont parfois du mal à passer des marchés, n'ont pas forcément un service juridique pour les appuyer. Le marché peut être assez mal passé et à ce moment-là, la dépense ne sera pas éligible. Enfin, voilà, on va mettre des pénalités dessus, ça a risque. Mais oui, d'un autre côté, ça peut être plus simple parce que s'il n'y a pas de temps de personnel à suivre, ça sera un marché unique avec peut-être qu'une seule facturation à la fin. Donc, ça dépend vraiment de la capacité de la commune aussi à passer des marchés correctement. Mais à côté de ça, ça n'empêche qu'au moment du dépôt de l'aide, il y a aussi toutes les pièces justificatives sont les mêmes à fournir, des attestations fiscales, sociales, la capacité du président, les délégations de signature, ça reste à fournir. Mais sur le suivi du projet, ça peut être plus simple
mais il y a un risque si le marché est mal passé. Ensuite, donc d'autres questions qui ont pu être indiquées par écrit. Alors là, j'en ai une où Gaël Bodino de la région a pu répondre, mais pour ceux qui regardent l'enregistrement, je vais vous la citer. Y a-t-il une date pour le renouvellement de l'appel à projet accompagnement? Gaël Bodino a indiqué que c'est en cours de réflexion cet appel à projet pour son renouvellement. Il n'y a pas encore de date de sortie à ce jour. Voilà. Ensuite, on a une question de Monsieur Min Kwang Le Kuan de la structure Stater qui demande également une question sur le renouvellement d'un appel à projet. Donc l'appel à projet soutenir les actions d'éducation et de sensibilisation, acculturation pour une population résiliente. Pour cette question, je vais laisser également la région le plaisir d'y répondre parce que c'est eux qui sont au courant de ces dates. Pour l'appel à projet qui est cité là sur le soutien des actions d'éducation, sensibilisation, acculturation, ça concerne tout le volet adaptation au changement climatique. Et celui-ci, a priori, n'est pas prévu en renouvellement sur 2023. Par contre, pourquoi pas après 2024 ou les années d'après. Honnêtement, c'est un ensemble d'appels à projets sur l'adaptation au changement climatique et on les décline très ponctuellement en fonction des demandes qu'on a, des sujets aussi qu'on nous demande de traiter, de prioriser et du temps de l'unique chargé de mission qui doit écrire tous les appels à projets. Donc, a priori, pas pour 2023, peut-être pour 2024. Ensuite, donc, une question de Madame Rosen Lermite qui nous sollicite en demandant est-ce que l'Agence bretonne de la biodiversité a vocation à créer des synergies pour monter des projets multipartenariaux, regroupement d'acteurs selon les thématiques communes pour monter un projet commun. Et je vais laisser la parole à mes collègues. On n'a pas forcément vocation à aller chercher du projet multipartenariat sur des thématiques données. Par contre, dans le cas où vous en avez un peu dans vos cartons et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour monter des projets de partenariat sur des thématiques données, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on peut vous accompagner typiquement sur ce genre de projet. Donc, voilà. Très bien, merci pour cette réponse. Et je vais juste terminer avec une question qui a été posée en amont, mais comme c'est pour l'enregistrement, si vous n'avez pas accès au message, c'était donc une sollicitation de monsieur... Zut, je l'ai perdu. C'était une sollicitation de monsieur Olivier Boxière, donc à nouveau donc, de la commune de Sainte-Hélène, qui posait la question de est-ce que le sentier de nature CEREMA est un financement européen. C'était notamment par rapport aux questions du cofinancement avec le FEDER. Ici, la réponse est non. Ce n'est pas un financement européen. Il y a juste un petit point de vigilance, c'est que il y a 1 ou 2 ans, il y a eu donc le plan de relance qui est sorti au niveau européen et au niveau français. Dans le cadre du plan de relance, c'est l'État qui a décidé de délimiter sur quoi ils allaient partir, mais une partie du plan de relance qui en fait est composée de financement européen. Donc ici, il y a cette question de cumul et c'est pour ça en fait. Encore une fois, qu'on vous invite à nous contacter en amont pour qu'on puisse, nous aussi, faire cette recherche et vous dire, oui, ici, c'est du financement fédéral, ici, c'est du financement européen, donc il n'y a pas de cofinancement. Ici, c'est possible, ici, pas possible. Parce qu'aussi, il faut savoir que tous les financements, on a du cofinancement qui peut aller du 20% à du 80%. Donc, il y a toujours une petite tambouille interne à vérifier pour pouvoir aller jusqu'au maximum de financement public et privé pour financer votre projet biodiversité. Et donc, j'ai l'impression qu'on a terminé avec les questions. Et donc, je vais peut-être laisser le mot de la fin à mes 2 collègues qui sont ici. Merci Corentin. Normalement, Delphine Diard a dû vous transmettre aussi le sondage de satisfaction. On vous le renverra également. N'hésitez pas en tout cas à le compléter pour qu'on puisse au fur et à mesure améliorer nos présentations ou en tout cas fluidifier ce qu'on peut vous présenter sur ce thème qui n'est pas toujours facile à aborder et puis à comprendre par les différents porteurs de projets. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de votre présence et j'espère à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.